Sans attendre, je vais donner la parole à Yann et juste pour bien le prévenir, on va segmenter ta présentation en deux. Et donc, on fera un temps de questions à la moitié, hein, mais on avait convenu ça. Tu as prévu une présentation assez longue. Yann, tu as 40 minutes et donc on commence par une séance de 20 minutes. Ce sera suivi d'un temps d'échange. À toi. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par les généralités sur ce que c'est que la photochimie, ensuite présenter la situation en région PACA et j'essaierai d'aller en ordre croissant de complexité pour me permettre d'absorber le sujet au fur et à mesure. Donc, effectivement, au bout de 20 minutes, on pourra déjà faire un premier temps d'échange pour régler les questions que ça aura pu soulever. Donc, en premier lieu, quels sont les mécanismes de la photochimie d'une manière générale? Donc, ça, c'est pas spécifique à la région. Donc, je rappelle les grandes notions qu'il faut garder en tête quand on parle de photochimie. Déjà, ce qu'on appelle la photochimie, c'est la réaction de gaz précurseurs, de composés précurseurs, sous l'effet des rayonnements UV, donc du rayonnement solaire, pour se transformer en polluants dits secondaires. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un polluant précurseur? C'est un polluant émis par les activités humaines qui a cette réactivité chimique, qui va participer à la photochimie, donc qui va contribuer à faire notamment de l'ozone, mais on va le voir aussi d'autres composés. D'une manière plus large, on va beaucoup parler de composés oxydants, de polluants oxydants. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les polluants oxydants d'une manière générale? Il y a une définition chimique, mais dans le cadre qui nous intéresse là, c'est plus spécifiquement les polluants qui vont provoquer une inflammation des muqueuses, donc qui vont avoir un impact sanitaire euh, de manière assez homogène, quelle que soit l'espèce. Voilà, le même type d'impact sanitaire. Et puis aussi une notion importante, puisqu'on va beaucoup parler de gaz, mais il n'y a pas que des gaz, notamment dans la photochimie, avec la production d'aérosols organiques secondaires, qui sont des particules en suspension, produites également par cette photochimie. Donc ce sont des particules carbonées qui sont issues soit de la conversion de gaz, notamment de composés organiques volatiles, soit d'autres particules. Donc, pour commencer sur le cycle de l'ozone. Donc ça, c'est vraiment le cœur du système qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc l'ozone, c'est la case qui est au milieu. Pour produire cet ozone, on va avoir une conversion du dioxyde d'azote sous l'effet du rayonnement solaire en ozone, donc en réagissant avec l'oxygène de l'air, ce qui va reproduire du monoxyde d'azote. Et le monoxyde d'azote va à son tour se réoxyder en dioxyde d'azote par la réaction avec d'autres composés. Donc des composés qui sont notamment les composés organiques volatiles. Donc on a vraiment ce cycle des oxydes d'azote qui constitue le moteur de la réaction et pour pouvoir continuer à tourner, qui doit être alimenté en continu par d'autres espèces chimiques, notamment donc les composés organiques volatiles. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe en périphérie de cette réaction principale, vous avez tout un tas de choses qui se passent, tout un tas de réactions qui arrivent, notamment l'arrivée de composés organiques volatiles qui va réagir avec le dioxyde d'azote, qui va former des composés oxydés et qui va également permettre la retransformation de monoxyde d'azote en dioxyde d'azote, donc ce qui va permettre de perpétuer le cycle. C'est-à-dire que le cycle, l'équilibre entre le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote va être le moteur de la réaction. Ce qui va servir de carburant, c'est les composés organiques volatiles. Donc au départ, à l'endroit où vous avez les fortes émissions de polluants par les activités humaines, ce sont essentiellement des COV d'origine humaine qui vont contribuer à démarrer la réaction, mais cette réaction, elle va pouvoir être poursuivie plus loin, au-delà des points d'émission par les activités humaines, notamment par la contribution de composés organiques volatiles issus de la végétation. Donc, sur les côtés, vous avez également d'autres réactions qui vont avoir lieu, là aussi euh, grâce à l'apport énergétique du rayonnement solaire,
avec notamment la production à partir de certains composés organiques volatiles d'autres espèces oxydantes, comme le peroxyde d'hydrogène. Après ça, ça peut aller se transformer avec les nitrates en peroxyacétylnitrate, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez également l'ozone qui vient d'être produit, qui peut être réintégré dans certaines réactions chimiques euh, toujours sous l'effet du rayonnement solaire, pour aller réagir avec le dioxyde d'azote et former d'autres espèces comme les acides nitriques, comme l'acide nitrique. L'acide nitrique qui va à son tour réagir avec certains COV pour former des nitrates organiques et au-delà de ça, des aérosols secondaires. Donc voilà, vous avez des cycles dans des cycles qui vont, par étapes successives, former des espèces chimiques, produire de l'ozone, puis le dégrader pour produire d'autres espèces. Et c'est toute cette réaction-là, tout cet ensemble de réactions-là, qui forment ce qu'on appelle la photochimie et qui vont former au fil du temps, non pas juste une molécule de l'ozone qui est le, le porte-drapeau de cette pollution, on va dire, mais bien un ensemble d'espèces oxydantes qui ont dans leur ensemble un impact sur la santé. Donc, pour vous donner un exemple concret, voici un épisode qui a été observé à Rognac l'an dernier, où on voit l'ozone qui a été formé progressivement à partir des émissions locales, donc proches de l'étang de Berre en dioxyde d'azote et en composés organiques volatiles, qui ont formé un pic d'ozone un petit peu avant 13 heures. Et ce pic, une partie de cette ozone a immédiatement été reconsommée dans d'autres réactions chimiques, ce qui a donné une demi-heure plus tard un pic d'aérosols organiques secondaires. Alors, en l'occurrence, les aérosols organiques secondaires sont des particules très fines, donc ça fait partie des sources de particules ultra fines. Donc c'est quelque chose qui est détectable par nos appareils de mesure des PUF, des particules ultra fines. Donc c'est quelque chose qui a été observé donc, avec une demi-heure de décalage, le temps que les réactions chimiques se fassent sur le même site de mesure. Donc, pour rappel des notions clés, les oxydes d'azote, le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote sont le moteur de la réaction photochimique. C'est vraiment le cœur du système. Les composés organiques volatiles non méthaniques sont le carburant de la réaction. C'est eux qui vont apporter, qui vont permettre au monoxyde d'azote de se retransformer en dioxyde d'azote et de permettre à la réaction de se perdurer, même une fois que le dioxyde d'azote est consommé, y compris loin des pôles d'émission. C'est pour ça qu'on a de l'ozone, parfois loin des zones où on a de l'activité humaine. Euh, J'en profite pour faire une bref aparté. On parle de composés organiques volatiles non méthaniques, parce que tous les composés organiques volatiles ne sont pas égaux. Tous n'ont pas la même réactivité chimique, n'ont pas la même contribution à ces réactions chimiques, et notamment le méthane fait partie des composés qui sont peu réactifs de ce point de vue-là. Ils vont contribuer, mais sur des échelles de temps beaucoup plus longues. Donc, il va pas être significativement pris en compte dans les réactions de photochimie locale. Il va contribuer plus sur les phénomènes de long terme à l'échelle continentale ou hémisphérique. Donc voilà, les oxydes d'azote sont le moteur, les COV sont le carburant. Toutes ces réactions produisent de nombreux autres oxydants. Le peroxyde d'hydrogène, peroxyacétylnitrate. Dès que l'ozone est formé, il va être aussi réintégré dans d'autres réactions chimiques qui vont à leur tour former d'autres oxydants, notamment en présence de dioxyde d'azote. Ça va former de l'acide nitrique qui va se transformer en nitrate organique et en aérosol organique secondaire. Donc voilà, ce sont des cycles dans des cycles dans des cycles. Donc, comme c'est une réaction chimique, ben, la vitesse de réaction, l'efficacité de la réaction va beaucoup dépendre des équilibres du mélange. Donc, quand on regarde les contributions relatives des oxydes d'azote ou des composés organiques volatiles, on peut avoir plus ou moins de formation d'ozone. Donc, quand on a un mélange idéal entre les deux,
quand vous avez beaucoup de COV et beaucoup d'oxyde d'azote, vous avez beaucoup de formation d'ozone. Si vous avez peu des deux, vous avez une formation moyenne d'ozone. Si vous avez beaucoup de COV, mais pas beaucoup d'oxyde d'azote, donc ça c'est ce qu'on va retrouver en rase campagne quand on n'est pas sous l'effet d'une masse d'air en provenance de la ville, vous avez peu de formation d'ozone. Les COV à eux seuls ne permettent pas de former de l'ozone. De la même manière, si vous avez beaucoup d'oxyde d'azote, mais pas beaucoup de COV, vous n'aurez pas de formation d'ozone. Et là où la photochimie nécessite entraîne une petite subtilité, c'est que vous pouvez avoir des conditions où si vous avez un petit peu de NOx et un petit peu de COV, vous avez la formation d'ozone, mais si vous avez trop d'oxyde d'azote sans augmenter les COV, vous allez avoir moins d'ozone. Parce que ça revient c'est une conséquence du cycle que je vous ai montré tout à l'heure. Euh, L'ozone va être produit, mais il va être immédiatement consommé pour produire d'autres espèces oxydantes. Donc ça ne signifie pas qu'il y a moins de pollution, ça veut dire juste qu'il y a moins d'ozone parce que l'ozone va permettre la formation d'autres espèces qui sont la plupart du temps malheureusement pas mesurées, mais qui existent, qui sont présents. Ça, c'est une situation qu'on retrouve de manière très habituelle dans l'ambiance de nos villes. Ensuite, on a également un facteur de complexité qui est lié à la météo, notamment au cycle jour-nuit que vous pouvez avoir en été. Donc en été, si vous avez regardé un petit peu l'ozone d'une manière générale, vous apercevez que l'ozone, vous en avez essentiellement en cours d'après-midi, quand vous avez l'ensoleillement maximum et le plus de chaleur. Donc, dans les conditions d'après-midi, vous avez ce qu'on appelle une forte une couche convective dans l'atmosphère, c'est-à-dire que le sol est chauffé par le rayonnement solaire, l'air est plus chaud au niveau du sol et donc il va monter et il va entraîner avec lui une partie des polluants. Cette montée en altitude des polluants, elle a lieu jusqu'à en général 1000-1500 mètres 2000 mètres dans les cas extrêmes, mais ça veut dire que vous allez avoir un brassage vertical de la masse d'air qui va homogénéiser les concentrations sur plusieurs centaines de mètres d'altitude. Et c'est un phénomène qui a lieu tant que vous avez le sol qui est réchauffé par le rayonnement solaire, donc tant que vous avez du soleil. Au moment où vous avez le coucher du soleil, cette convection s'arrête progressivement et elle est remplacée par une couche stable au niveau du sol. À partir du moment où vous n'avez plus d'énergie, de chaleur qui est apportée au niveau du sol, l'air chaud ne monte plus, donc les polluants qui sont produits euh, au niveau du sol vont rester au niveau du sol. Donc ça, c'est ce qui se passe essentiellement la nuit. Donc avec la formation d'une couche stable qui va quand même augmenter un petit peu en cours de nuit à cause de la diffusion naturelle des polluants, mais sans l'apport de ce fort mouvement de convection lié à l'énergie solaire. Au-dessus de ça, vous avez une couche résiduelle qui contient encore les polluants qui ont été produits dans la journée, qui ont été déplacés dans la journée. Et cette couche résiduelle, à ce moment-là, pendant la nuit, elle va largement échanger avec la couche d'air qui est au-dessus, ce qu'on appelle la troposphère libre. Donc ça va dans les deux sens. L'ozone qui a été produit localement va enrichir, va venir rajouter, remonter les concentrations d'ozone que vous avez dans la troposphère libre. Et à l'inverse, si les concentrations sont plus faibles à basse altitude, la troposphère libre va venir rajouter des concentrations d'ozone ou d'autres choses, de particules en suspension par exemple, qui vont venir d'autres régions, d'autres pays, voire même d'autres continents. Donc cette troposphère libre, elle joue vraiment beaucoup sur l'équilibre des concentrations de plusieurs polluants, notamment pour l'ozone, on va le voir plusieurs fois. Vous avez eu un cas aussi assez récemment avec les retombées de particules en suspension issues des incendies canadiens qui se sont déplacées justement par ces couches d'altitude et qui sont retombées dans notre région. À partir du moment en fin de nuit où le soleil se lève et recommence à chauffer le sol, vous allez avoir une remise en place progressive de cette couche convective. Et cette couche convective, elle va mettre quelques heures à se mettre en place jusqu'à atteindre son maximum dans l'après-midi et repartir sur un nouveau cycle.
Donc voilà, on a vraiment cet équilibre aussi sur la verticale. Souvent, on parle dans notre région des déplacements horizontaux liés aux masses d'air, notamment liés aux brises qui vont pousser les masses d'air à l'intérieur des terres ou être décalées par le Mistral. Mais vous avez également de forts mouvements verticaux qui vont aussi jouer sur les équilibres avec la troposphère libre. Donc, rappel de quelques notions. Euh, L'ozone, c'est un des produits de la photochimie. Il n'est pas tout seul. Il y a d'autres espèces chimiques qui existent et qui constituent dans leur ensemble une pollution oxydante plus vaste qui a un impact global sur la santé. Lorsque les oxydes d'azote sont élevés, euh, ça veut dire qu'il y aura plus d'espèces, d'autres espèces chimiques que l'ozone. Et donc, plus vous avez des oxydes d'azote qui sont élevés, moins l'ozone va être représentatif de la pollution oxydante dans son ensemble. C'est particulièrement vrai dans les zones urbaines, où vous avez des émissions de NOx qui sont continues liées aux activités humaines, essentiellement liées au transport. Et vous avez plusieurs phénomènes de déplacement, y compris à la verticale, qui compliquent l'interprétation des mesures d'ozone localement, notamment avec les contributions de la troposphère libre, ce qui explique qu'on peut avoir des niveaux d'ozone euh, au sommet des massifs montagneux ou des niveaux d'ozone plus élevés quand on a des vents forts, alors qu'on a l'habitude de dire que les vents balayent la pollution. Et ben, à cause de ces échanges avec la troposphère libre, on peut également avoir des niveaux d'ozone qui augmentent dans ces conditions-là. Ce qui peut être contre-intuitif quand on ne comprend pas bien ces mécanismes-là. Alors, je vais commencer un petit peu à vous montrer le topo sur l'évolution de l'ozone avant de faire une petite pause, avec, pour commencer, une première carte qui est la carte de l'ozone, la représentation du pic saisonnier. Ce qu'on appelle le pic saisonnier, c'est la mesure qui est proposée par l'OMS depuis les nouvelles lignes directrices de 2021. Le pic saisonnier, c'est une moyenne des niveaux diurnes sur toute la saison chaude, sur les 6 mois de la saison chaude. C'est une moyenne des niveaux élevés d'ozone sur toute une saison. Voilà. Donc, et on s'aperçoit en regardant la carte que finalement, les concentrations sont relativement homogènes sur la région. Elles sont relativement homogènes. Elles vont varier en gros dans la région entre 100 et 130 microgrammes par mètre cube, quel que soit l'endroit où on se trouve. Parfois un petit peu moins de 100, parfois un peu plus de 130, mais dans la plupart des cas, on sera entre 100 et 130. On est partout au-dessus des lignes directrices de l'OMS, largement, puisque les lignes directrices de l'OMS est à 60. Donc on est entre, en général, une fois et demie, 2 fois, voire un peu plus, la ligne directrice de l'OMS. On a quand même quelques territoires sur lesquels les concentrations sont un petit peu plus élevées, notamment toute cette bande entre le Vaucluse, le sud-ouest des Alpes de Haute-Provence, une partie du Var. Donc, ce sont toutes les zones qui sont, d'une manière générale, sous les vents du principal pôle émetteur de précurseurs dans la région, qui est le pôle Marseille-Étendebert. Donc, l'ozone localement se produit principalement sur ce pôle-là, puis va être déplacé au gré des vents sur tous ces territoires périphériques. C'est là, du coup, qu'on va retrouver les niveaux d'ions les plus élevés. Et puis, si on regarde cette carte, on s'aperçoit aussi que vous avez des niveaux qui sont plus faibles sur les villes, sur les points émetteurs, donc notamment à Marseille et à Nice. C'est à cause des phénomènes de consommation dont j'ai déjà parlé. Donc, ça signifie qu'il y a effectivement moins d'ozone sur ces zones-là. Par contre, vous allez avoir tout un tas d'autres polluants qui vont se produire à la place, notamment les polluants oxydants, l'acide nitrique, nitrate organique, aérosol organique secondaire, etc., etc., etc. Alors, je vais encore prendre le temps de vous montrer comment évoluent les émissions de précurseurs. Donc, les précurseurs ont globalement tendance à baisser dans la région depuis des décennies. Alors, l'inventaire en région PACA, il est disponible depuis 2007. Et si on regarde des chiffres plus anciens, produits notamment par le CITEPA, on s'aperçoit que la tendance à la baisse de ces émissions de précurseurs est globalement est plus ancienne que les 15 dernières années. Alors, sur les oxydes d'azote, les principaux émetteurs sont la voiture principalement,
l'automobile, et puis aussi le transport maritime. Et puis, vous avez également l'industrie et la production d'énergie qui sont des émetteurs. Mais au cours du temps, tout ce qui est automobile et production d'énergie ont largement diminué leur contribution, avec du coup une part croissante de l'industrie notamment et du transport maritime. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ça, ce sont des chiffres régionaux, mais qui sont en fait sont très localisés. C'est-à-dire que les émissions, le transport maritime, par exemple, il est essentiellement localisé sur une zone très précise qui est Marseille et Fos. De la même manière, les émissions du trafic automobile sont essentiellement concentrées sur les grandes villes. Maintenant, si on regarde les émissions de composés organiques volatiles de manière macro, on s'aperçoit que la plus grosse part est liée aux émissions biogéniques, aux émissions naturelles, aux émissions des végétaux dans la région. Ceci étant, là où les épisodes d'ozone démarrent, c'est-à-dire là où sont les émissions d'oxyde d'azote également, la plupart des émissions de COV ne sont pas issues du biogénique, mais ils sont issues des activités humaines liées au même type de source. Hein. Si on regarde le détail des activités humaines, c'est-à-dire si on fait abstraction des émissions biogéniques, si on fait abstraction aussi des émissions du chauffage domestique qui ont lieu en hiver, donc qui ne vont pas nous intéresser pour la formation d'ozone, pour la photochimie, on s'aperçoit que on a des émissions qui sont liées là aussi beaucoup à l'industrie, qui sont liées aussi au résidentiel, qui sont globalement en baisse, comme les oxydes d'azote. C'est-à-dire que là, sur les points émetteurs, sur les points de départ, sur les zones de départ de la photochimie, on a également des émissions de COV qui sont en baisse, ce qui n'est pas forcément visible quand on regarde les chiffres régionaux, enfin, qui sont moins visibles. Donc, on a quand même cette notion de spécificité locale. Il faut qu'il y ait localement des concentrations élevées de précurseurs, à la fois oxyde d'azote et COV, pour qu'il y ait le démarrage d'un épisode d'ozone. C'est pas les composés organiques volatiles d'origine naturelle qui vont euh, permettre le démarrage des épisodes d'ozone dans la région. Ils vont par contre contribuer à leur propagation. Ça fait 20 minutes que je parle. Est-ce qu'on fait une pause maintenant? Alors Yann, On ça fait lance les... 22 minutes précisément, on était en train de parler de ce timing. Je propose qu'on s'arrête un petit moment pour un temps d'échange parce que c'était déjà assez dense. Est-ce qu'il y a des questions à distance? Tout le monde est à distance, ceci dit. Hein, je dis ça. Et pour prendre la parole, il vous suffit de lever la main et pour une fois, parce que d'habitude on ne donne pas cette possibilité, vous aurez la possibilité de poser votre question directement. Donc vous pouvez prendre la main et prendre la parole. Alors, soit tu as été vraiment très clair, soit personne n'y a rien compris. Ah, je vois que Pierre-Charles Pierre-Charles a... souhaite intervenir. Pierre-Charles. Vous avez votre micro coupé. Pierre-Charles, il faut ouvrir Non, votre... excusez-moi, je ne souhaitais pas prendre la parole, hein, j'avais suivi Yann. C'est une fausse manœuvre de ma part, hein. Je regardais si la main fonctionnait. Donc, je vais baisser. Voilà. Merci, pardon. Très bien. Moi, ça me permet simplement, et on va poursuivre, donc Yann, s'il n'y a pas de questions à ce stade. Alors, Hervé Champion a demandé la parole, mais je finis ma phrase. Dans ce que tu montres, et tu as dit au départ, au fond, les précurseurs sont d'origine humaine. Et bon, j'avais noté ce petit détail, mais tu viens de le préciser, évidemment. Parmi les composés organiques volatiles, il y a une part très importante qui vient des végétaux, hein, les odeurs de pin, les pinènes, les terpènes, ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est un sujet qui a fait souvent longtemps polémique. Il y a 40 ans, quand nos pairs hein, sur ces sujets, je pense aux Californiens, parce que les épisodes de pollution photochimique étaient très très importantes de ce côté-là des États-Unis. Une des conclusions d'un rapport avait été il faut raser l'ensemble des arbres. Évidemment, ce n'est pas la question, mais il faut composer évidemment avec ces émissions de composés naturels. Moi, je n'appelle pas ça les polluants, je pense qu'il faut bien prendre sa mesure. Mais c'est vrai que les composés émis par les végétaux sont très réactifs et contribuent, comme tu l'as bien expliqué, au relais de cette pollution et en particulier dans les terres. Et à plus grande échelle, peut-être que Gérard nous en dira quelques mots tout à l'heure, mais évidemment, il joue aussi sans doute un rôle très important. Hervé.
Alors, Hervé Champion, Oui, vous m'entendez? parfaitement. Oui, c'était juste une question, c'était pour savoir si on avait une image des proportions de chacun des phénomènes. Euh, C'est-à-dire par rapport aux les apports troposphériques, qu'est-ce que ça représente par rapport à la formation locale, qu'est-ce que ça représente les apports venant euh, de l'extérieur, pour les territoires. Est-ce qu'on a des ordres de grandeur de chacun de ces modes de formation ou de, de niveau d'ozone sur un territoire? Alors, c'est une question auquel je vais pas pouvoir répondre sans gâcher ma conclusion. Donc, j'en C'est la reparlerai, deuxième mais partie hein, en résumé. Ah, Mais, d'accord, donc, ok. c'est vraiment un point Désolé. très important, en effet. ça fait partie des questions effectivement en suspens. J'y reviendrai dans la deuxième partie de mon intervention. Très bien. Donc, Alexandre Thomasson, de nos collègues de Rhône-Alpes-Auvergne, qui interviendront juste après. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ils vont nous parler un peu d'ozone et de montagne et de pollution photochimique. Alexandre. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Merci pour cette présentation et qui va en plus, a priori, continuer. Je rebondis sur ce que vient de dire Dominique sur les émissions de COV, notamment des forêts. Et on voit bien qu'il y a une baisse très importante des NOx et pas forcément, justement, une baisse aussi importante des COV et notamment des forêts. Et tu l'as montré aussi tout à l'heure, c'est ce rapport entre NOx et COV. Est-ce que du coup, peut-être qu'on y reprendra dans les prochaines interventions, mais est-ce que du coup, le fait, euh, si les NOx continuent de diminuer et que les COV ne diminuent pas, voilà, quel est l'impact pour l'ozone? Est-ce que ça risque de créer plus d'ozone? On est dans ce rapport qui fera que ça pourrait créer plus d'ozone ou ça n'aura pas forcément d'impact? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Alors, bon, là aussi, j'anticipe un petit peu ce que je vais dire dans ma deuxième partie, mais c'est pas grave parce que j'irai juste plus vite dans la deuxième partie. Déjà, ce qu'on constate, c'est que là où il y a des NOx et où les NOx baissent, c'est-à-dire sur les villes, historiquement, les COV baissent plus vite. Parce que quand il y a des actions de baisse des NOx, en général, il y a également des actions de baisse des COV. Donc ce scénario de baisse des NOx sans baisse des COV qui entraînerait une augmentation de la formation d'ozone parce qu'il y aurait moins de consommation de l'ozone, pour moi, c'est un cas théorique qui ne s'est pas encore produit dans les cas réels. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, hein. D'une manière générale, vous n'avez jamais de baisse de NOx sans baisse de COV. Ensuite, il faut rappeler que si on baisse les NOx sans baisser les COV et que du coup on a une augmentation des concentrations d'ozone, ça veut dire aussi qu'on a moins de production d'autres oxydants. Donc ça veut dire que globalement, même s'il y a une augmentation des concentrations uniquement d'ozone, vous avez globalement moins d'oxydants dans l'air, ce qui est bon à prendre. Ensuite, dernier point, la première raison de baisser les NOx, c'est qu'il faut baisser les NOx. C'est-à-dire qu'on a de toute façon un impact sanitaire du dioxyde d'azote qui est plus important que celui de l'ozone. Donc, quand bien même on aurait une légère augmentation d'ozone, ça ne justifie pas de limiter la baisse des oxydes d'azote. Parce que globalement, si on regarde les chiffres de l'Europe et les chiffres au niveau français, les oxydes d'azote ont en moyenne un impact sanitaire qui est 2 fois plus élevé que l'ozone. Et en ville, ça peut aller jusqu'à 5 à 6 fois plus élevé. Donc, de toute façon, il faut baisser les NOx. Oui. Merci. Et ce que tu viens d'évoquer, ça sera abordé ensuite. C'est vrai qu'il faut regarder les choses un peu dans la globalité. Et contrairement à ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a pris polluant par polluant, et ce qu'on décrit là. Et on voit bien que la baisse d'oxyde d'azote, et tu ne l'as pas dit, mais la photodissociation du dioxyde d'azote, c'est celui qui va produire finalement l'oxygène radicalaire qui est à l'origine de toute cette chaîne. Donc, s'il n'y a pas d'oxyde d'azote, on n'a pas cette chaîne-là. On en aura d'autres. En tout cas, la production d'ozone ne sera pas évidemment favorisée. Donc, ce n'est pas les COV hein, qui seront à l'origine, c'est vraiment cette photodissociation du dioxyde d'azote. Et ce que l'on constate, et c'est un des éléments peut-être que tu montreras ensuite, c'est qu'évidemment, avec la baisse des oxydes d'azote,
on a un décalage des équilibres et donc, artificiellement, on a une augmentation de l'ozone dans les villes. On comprend très bien, puisque finalement, on voit que cette moindre consommation par le monoxyde d'azote va se traduire par une augmentation. Et ça me permet de dire que dans ces équilibres que tu as décrits, tout n'est pas chimie. Il y a des éléments qui sont liés à la photochimie, il y a des éléments qui sont liés à la chimie simple entre le monoxyde d'azote et l'ozone. Et puis, il y a ces éléments de variation qui vont être liés aux échanges avec les autres strates. Ce que tu as évoqué avec la troposphère libre, tu as évoqué la couche résiduelle qui est un peu plus complexe. Mais voilà. Et donc, les variations ne sont pas que chimiques. Ne considérer que l'ozone, c'est au fond une erreur un peu de raisonnement. Et donc, au global, si on réduit les oxydes d'azote, on va réduire la production d'ozone. C'est évident. Par contre, on aura des décalages. Et spatialement, évidemment, dans les villes, on va avoir l'impression qu'on a plus de pollution. En fait, on a un peu plus d'ozone, mais moins d'autres choses. Moins d'oxyde d'azote, moins d'acide nitrique, tu l'as évoqué, Yann. Donc, c'est vrai que c'est un champ qui est compliqué. Et quand on ne l'adresse que par l'ozone, en fait, on peut avoir des conclusions un peu hâtives, comme je les ai parfois entendues d'ailleurs dans la bouche de certaines personnes. Alors, j'ai deux autres demandes de prise de parole. P. Mani. Alors, je ne sais pas qui c'est, je vous laisse vous présenter. C'est un pseudo, j'imagine. Ou peut-être pas. Alors, il faut que vous activiez votre micro. On vous entend. Oui, On vous pouvez n'entend prendre pas. la parole. Bon, manifestement, ça ne fonctionne pas. On vous a entendu un court instant, donc a priori, Alors, voilà. Très bien, on vous Ça entend. fonctionne. bon, Parfait. on va essayer de faire en sorte qu'on m'entende. Ma question, elle porte sur donc les trois types d'émissions qui sont présentés dans ces graphes. Montrent effectivement donc une diminution de l'impact du transport routier au fil des années. Et comment vous l'expliquez? Quelles sont les raisons? Est-ce qu'on a une baisse de densité ou de pression automobile dans le cœur des grandes villes qui sont, comme vous disiez tout à l'heure, les espaces les plus, on va dire, pollués par ce mode de déplacement? Est-ce que c'est l'amélioration technologique des véhicules mis en circulation? Donc, quelle est la corrélation entre évolution technique, technologique des véhicules peut-être moins polluants et la baisse de la pression automobile sur les zones les plus affectées? Alors, en deux mots, parce qu'on sort un peu du cadre. Ah, euh, pardon. non, mais c'est une bonne question, hein, c'est juste que on sort un peu de la photochimie. Mais alors, clairement, la pression automobile, elle n'a pas diminué dans le temps. On a une augmentation du parc automobile, on a une augmentation des distances parcourues, Oui. et ça, c'est vrai dans toutes nos villes. C'est peut-être en train de repartir en arrière très très récemment, je n'ai pas les derniers chiffres, et on peut espérer avec les aménagements en cours qu'on va réussir à au moins arrêter la hausse, mais on est toujours sur un phénomène de hausse du nombre de voitures et du nombre de véhicules parcourus, de kilomètres parcourus. Par contre, on a une pression réglementaire, et j'insiste bien là-dessus, on a une pression réglementaire sur les constructeurs de véhicules qui font que les véhicules individuellement sont moins polluants Mhm. avec le temps nécessaire au renouvellement du parc. Ça se traduit progressivement par une baisse des émissions du parc dans son ensemble. Mais il y a effectivement une amélioration technologique poussée par la nécessaire pression réglementaire qui fait que globalement, on a des gains au fil du temps. Ça, c'est quelque chose qui a commencé au début des années 90 avec les normes euro qui se sont progressivement durcies. OK. Merci pour votre réponse. Monsieur Mani, on peut vous demander de vous présenter pour l'enregistrement, s'il vous plaît? Ça nous permet de savoir qui était là. Alors, donc Philippe Mani, chargé de mission environnement à la ville de La Ciotat. Merci beaucoup. Alors, OK. ensuite, nous avons une demande d'intervention de Daniel Moati et j'ai bien noté que Michel Pierre également, même s'il n'arrive pas à lever la main. Donc, je propose Daniel Moati et Michel. Daniel, Active le son, vous m'entendez? nous t'entendons Oui, parfaitement. D'accord, très bien. Donc moi, je voudrais poser une question un peu particulière. C'est qu'on parle toujours de la voiture, mais que le trafic routier a été multiplié dans notre région par, par le flux de camions et d'autobus qui vont du sud ouest de l'Europe vers le sud-est de l'Europe. C'est-à-dire, je prendrai Portugal et Espagne vers les pays de l'Est.
vers la Roumanie, etc., et l'inverse. Et donc, c'est en passant par l'Italie et l'Autriche ou certains pays de l'ex-Yougoslavie. Donc, je voulais savoir si on avait une étude quantitative sur ce trafic routier lourd de bus et de fret, trafic routier qui remplace peu à peu, ou même beaucoup, le trafic ferroviaire. Alors, on a les chiffres. Alors, en tout cas, on les a depuis 2007. Ça fait partie du détail de notre inventaire des émissions. On a bien effectivement une part poids lourd, par axe, etc. Donc, je ne suis pas rentré dans le détail là-dessus parce que déjà que je vais avoir du mal à tenir mon temps de présentation, ça m'aurait fait exploser mon temps. Mais ça fait partie des données qu'on a. Alors après, là, comme ça, je ne peux pas répondre à l'évolution parce que ce n'est pas quelque chose que je connais par cœur. Mais à froid, on peut répondre à ce genre de questions. Bien, je vous remercie. Bien, allez, la dernière question avec Michel Pierre. Michel, si tu arrives à prendre le micro, même si tu n'arrives pas à lever la main. Michel, alors, Voilà, vous m'entendez maintenant? nous t'entendons. Oui. Bonjour. Michel Pierre de la Seine-sur-Mer, président d'Act Énergie et membre de France Nature Environnement du Var. Nous travaillons sur cette question depuis 3 ans. Nous avons pu montrer que quand il y a des émissions d'oxyde d'azote, c'est du NO au départ, c'est-à-dire un réducteur, évidemment, il y a une baisse de l'ozone. Il y a donc une autorégulation entre l'ozone et les oxydes d'azote, si bien que quand l'un augmente, l'autre diminue, et que mesurer l'un sans mesurer l'autre, on passe à côté d'une donnée. On devrait toujours mesurer l'ozone et l'oxyde d'azote, le dioxyde d'azote notamment. Mais ma question, c'est plutôt celle-ci. L'ozone a été multiplié par 4 en une centaine d'années, et je ne vois pas que ce soit dû aux précurseurs. Par contre, j'avancerais plutôt l'hypothèse de la présence du monoxyde de carbone, parce que eh bien, l'ozone diminue dès lors qu'il y a plus de monoxyde de carbone. C'est tellement vrai que lorsqu'on regarde les valeurs en Chine, il y a plutôt pas beaucoup d'ozone, mais ils ont beaucoup. Ils sont à 7 en monoxyde de carbone. Ils sont très élevés. Ils sont encore très élevés. Alors que dans nos pays d'Europe, on a tout fait avec nos moteurs à combustion, on les a réglés pour que il n'y ait pratiquement plus de monoxyde de carbone au pot d'échappement. Et si on regarde 100 ans en arrière, la combustion du bois émettait beaucoup de précurseurs et aussi des réducteurs comme l'oxyde de carbone. Ensuite, on est passé au charbon et au diesel, etc. Et on a fait baisser le monoxyde de carbone au profit du dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre. C'est-à-dire que l'efficacité énergétique, l'évolution du monde, il est un peu anthropique, c'est-à-dire qu'on est en train d'oxyder. C'est-à-dire tous les ratios CO2 sur CO, NO2 sur NO, O3 sur O2, eh bien, sont en train d'augmenter tout simplement. Et le fait de baisser le monoxyde de carbone à tout prix a servi à augmenter l'ozone. Alors, comme je ne suis pas du tout convaincu que c'est cette réaction-là qui drive, et je voudrais que ce soit Gérard, parce qu'il aura un temps de présentation sur les effets grande échelle, et le CO est un des éléments majeurs, je lui laisserai le choix peut-être de l'aborder, donc ça sera 10h30 si on tient le timing. Michel, je propose qu'on ne réponde pas à ta question, mais je demande à Gérard simplement de le traiter, s'il le veut bien, soit dans sa présentation, soit dans la réponse aux questions. Je vous propose de poursuivre pour qu'on garde le timing. Merci en tout cas de cette question importante, hein, le rôle du CO et finalement comment évolue notre champ oxydé. Yann, on te laisse terminer si tu veux bien. Tu as un petit peu Allez, de temps, hein, je rogne un peu sur ta présentation si tu veux bien.
Ok, C'est peut-être bah, plus je vais rapide. essayer de tenir. Ok. Donc, comment évolue l'ozone dans la région? Bah, ça dépend ce qu'on regarde. En fonction de l'indicateur ozone qu'on regarde dans la région, bah, on peut avoir une lecture assez différente des choses. Donc, notamment, si on regarde le nombre de jours où on a une pointe d'ozone, c'est-à-dire où on a dépassé le seuil d'information, on constate qu'on a une baisse assez radicale dans le temps. Si on regarde l'intensité des pointes, on a également une baisse assez notable depuis plus de 20 ans, quasiment 30 ans. Si on regarde une moyenne des niveaux diurnes, donc ça correspond euh, à, aux métriques qui sont données par l'Europe et par l'OMS, les niveaux diurnes les plus élevés, les 25 jours les plus élevés, sont globalement en baisse également. C'est-à-dire qu'on a vraiment une baisse de l'intensité et du nombre des épisodes les plus intenses en termes de photochimie. En revanche, si on regarde les niveaux moyens sur toute une saison, les niveaux diurnes moyens, on a une forte stabilité depuis une trentaine d'années. Et à l'inverse, si on regarde les moyennes annuelles pures, c'est-à-dire y compris la nuit, y compris en hiver, etc., là, on a une légère augmentation. Donc, cette baisse des nombres de pointes et de l'intensité des pointes, elle est la conséquence d'une baisse de la photochimie locale parce qu'on a une baisse des émissions que j'ai montré juste avant. Mais comment on explique le reste des phénomènes? Donc là, il faut rentrer un peu plus dans le détail. Notamment, là, je vous montre une table, c'est une fréquence des concentrations par plage de concentration. Donc, par exemple, sur plan d'Ops, entre 96 et 98, entre 1996 et 1998, 29% des valeurs d'ozone mesurées, horaires, étaient entre 60 et 80 microgrammes par mètre cube. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Donc, si on regarde comment ça a évolué dans le temps sur deux stations, sur Plan d'Ops, donc en zone rurale, et sur Marseille-Longchamp, en plein centre-ville. Sur Plan d'Ops, vous apercevez que les valeurs basses sont très peu présentes. Il y a peu de valeurs en dessous de 60 microgrammes par mètre cube. Et globalement, elles évoluent assez peu. On a une légère augmentation entre 40 et 60 microgrammes par mètre cube en fréquence, mais c'est assez peu significatif. Au-dessus de 60 microgrammes par mètre cube, on a globalement une diminution des valeurs supérieures à 100 microgrammes par mètre cube au profit des valeurs intermédiaires entre 60 et 100 microgrammes par mètre cube. Donc, pas de valeur en dessous de 60, peu de valeurs en dessous de 60 et une baisse des valeurs au-dessus de 100. Si on regarde en zone urbaine, on a une dynamique qui est complètement différente. Il y a 25 ans, on avait une majorité de valeurs basses, proches de zéro. Donc aux alentours de 20, 40, 0, entre 0 et 40 microgrammes par mètre cube. Elle est jusqu'à 60. Au fil du temps, on a eu une disparition progressive de ces valeurs basses, une disparition également des valeurs, une diminution des valeurs supérieures à 100 au profit des valeurs intermédiaires entre 40 et 100 microgrammes par mètre cube, essentiellement dans la classe 60-80. Donc, comment ça se traduit? Comment on interprète ça? Sur les valeurs basses, sur les zones rurales, pardon, il y a peu de valeurs basses parce qu'il y a peu de consommation de l'ozone, notamment la nuit. Donc, il y a assez peu d'évolution en dehors du fait qu'on a moins de pics parce qu'il y a moins de photochimie dans la région. Sur les zones urbaines, on a plus de valeurs basses parce qu'on a de la consommation de l'ozone, donc l'ozone est tiré vers les valeurs basses, notamment la nuit, mais cette proportion-là, elle est en baisse parce que la consommation diminue. Alors, là, je vous ai montré deux exemples, mais si on regarde sur plusieurs sites, sur les sites qui ont un long historique dans la région PACA, on constate que c'est quelque chose qui est assez homogène. Alors, sur plan d'Ops, sur une évolution de 25 ans, on a globalement une diminution des valeurs élevées au profit des valeurs intermédiaires et peu de valeurs
faible. Et sur tous les autres sites sur lesquels il y a de l'activité humaine, donc ce sont des sites urbains et périurbains, vous avez globalement une disparition nette des valeurs basses et un petit peu des valeurs hautes au profit des valeurs intermédiaires. Donc, ces deux baisses au profit des valeurs intermédiaires, c'est la conjonction de deux facteurs. Donc, une baisse de la photochimie locale qui fait qu'on a moins de pics d'ozone parce qu'il y a moins de précurseurs, et également une baisse des valeurs basses parce qu'on a une baisse de la consommation de l'ozone par la présence d'oxyde d'azote, parce qu'on a moins d'oxyde d'azote. Donc maintenant, si on regarde un peu les profils sur différentes stations, voilà les profils sur deux stations rurales, donc une dans le 13 et une dans le 06. Alors non, plan d'Aube, c'est pas vraiment dans le 13, c'est à la limite entre le 13 et le 83, mais en fait c'est dans le 83. Mais c'est assez représentatif de ce qui arrive par le 13 au gré des vents. Donc on s'aperçoit que, donc là vous avez des profils, des moyennes mensuelles des niveaux diurnes. Donc, on s'aperçoit que les niveaux hivernaux sont plus bas qu'en été. Ça, c'est quelque chose auquel on peut s'attendre puisqu'il y a moins de soleil et moins de chaleur, donc il y a moins de formation d'ozone. Et globalement, les niveaux diurnes sont très stables dans le temps. Aussi bien en hiver qu'en été, vous avez quasiment la même chose que ce que vous aviez il y a 30 ans. Vous avez peut-être une légère baisse des niveaux diurnes en été, mais ce n'est pas très notable. Et au niveau pour les niveaux nocturnes, on a quasiment la même chose. De la même manière, les niveaux nocturnes en hiver, ils ne bougent quasiment pas, et les niveaux diurnes sont en très légère baisse au fil du temps depuis une trentaine d'années. Donc globalement, sur les zones rurales, on est sur une situation qui est très stable en termes de concentration, que ce soit aussi bien le jour que la nuit. Donc, pour rappel, quels sont les contributeurs des niveaux de pollution en zone rurale? Vous avez le niveau de fond naturel. Vous avez une ligne de base qui est dans un tour de 20 microgrammes par mètre cube, ce sera montré par la suite. Vous avez les transferts de pollution régionale, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient d'ailleurs de la région, notamment des gros pôles urbains. Vous avez les transferts plus lointains, les apports transfrontaliers, notamment parce que je vous ai montré tout à l'heure les échanges par la troposphère libre. Et puis, vous avez quand même un petit peu de destruction d'ozone localement, notamment par le dépôt sec, c'est-à-dire la destruction de l'ozone qui vient se déposer sur les surfaces, notamment sur les feuilles des plantes, les rochers, etc. Donc, c'est vraiment un équilibre entre les niveaux qu'on observe en zone rurale. Ce sont un équilibre entre la baisse régionale de formation de l'ozone, donc la baisse de la photochimie régionale, et sans doute une hausse des apports transfrontaliers, qui aujourd'hui n'est pas quantifiée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en zone urbaine? En zone urbaine, en journée, en niveau diurne, vous avez également une situation qui est très stable, aussi bien en hiver qu'en été. Vous avez une légère hausse des niveaux hivernaux, mais en été, vous êtes sur une situation très stable pour ce qui est des niveaux le jour. La nuit, en revanche, vous avez une augmentation progressive. Donc pareil, vous avez ici un site à Marseille et un site dans le 06 à titre de comparaison. Vous avez une augmentation progressive aussi bien en été qu'en hiver. Donc en fait, cette hausse, elle est vraiment liée à un changement du comportement en ville. Donc, quels sont les contributeurs des niveaux d'ozone en ville? Vous avez les mêmes qu'en zone rurale, donc niveau de fond naturel, photochimie régionale, apport transfrontalier et le dépôt sec. Mais vous avez également toutes les réactions chimiques qui ont lieu en ville, la photochimie locale, la production d'ozone en ville et la consommation locale de l'ozone, notamment par le monoxyde d'azote. Et ce sont ces équilibres-là qui changent et qui vont faire que globalement, les niveaux diurnes sont stables, mais par contre, les niveaux nocturnes sont en baisse. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de la hausse des niveaux moyens en ozone, ça n'est qu'une hausse des niveaux nocturnes sur les sites urbains, et uniquement dans ces cas-là. Vous n'avez pas d'augmentation des niveaux diurnes, vous n'avez pas d'augmentation en zone rurale. Donc, en synthèse,
vous avez dans la région une baisse des émissions de précurseurs qui se traduit par une réduction de la photochimie locale, ce qui se traduit par une baisse de l'intensité et de la fréquence des pics d'ozone. Mais cette baisse des émissions de NOx fait également baisser la consommation de l'ozone et donc la consommation d'oxydants secondaires en ville. Donc ça, ce sont les oxydants, je vous le disais tout à l'heure, qui ne sont pas mesurés, en tout cas pas depuis très longtemps pour certains. Donc on n'a pas d'observation, mais à partir du moment où on enlève les, les précurseurs de la réaction chimique, ces réactions chimiques ne peuvent plus avoir lieu. Et on a une stabilité des niveaux moyens de l'ozone en cours de journée, ce qui est incohérent avec la seule photochimie régionale, et elle est en baisse. Donc on a sans doute une hausse des apports transfrontaliers. Voilà, donc c'est bien tous ces équilibres-là qu'il faut garder en mémoire. Avec, ça fait écho à ce que Dominique disait en introduction, aujourd'hui on a une échelle de l'indice européen et qui est utilisé aussi pour l'ATMO, qui est l'indice ATMO, qui intègre mal ces notions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous regardez les indices européens ou l'indice ATMO, on est tous les jours en indice moyen, y compris en hiver, et on est tous les jours en indice dégradé en été, parce que justement, les premiers échelons de l'échelle d'ozone ne prennent pas en compte ce niveau de fond existant lié aux apports transfrontaliers, etc. Alors, maintenant, vous disiez, il y a d'autres oxydants en plus de l'ozone qui existent. Notamment, on en a un qui est bien documenté, heureusement, c'est le dioxyde d'azote. Donc, si on regarde les tendances du dioxyde d'azote et de l'ozone, voilà les deux polluants sur les stations qui ont un historique long dans la région. Donc, vous voyez, vous apercevez que les concentrations observées de dioxyde d'azote sont globalement en baisse dans la région. Alors, et les moyennes en ozone sont stables, voire en très légère hausse en zone urbaine, à cause, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, de l'augmentation des niveaux la nuit. Il y a une baisse de consommation. Quand on fait la somme des deux, on s'aperçoit qu'on a quand même une très légère tendance à la baisse. Donc ça, c'est uniquement pour la partie qu'on observe, mais toute la partie qu'on n'observe pas, mais qui est induite par ces réactions chimiques, donc tous les acides nitriques, nitrates organiques, aérosols organiques secondaires, etc., sont également en baisse du fait qu'on baisse les précurseurs. Donc, c'est cette nécessité de cumul pour arriver à bien comprendre les phénomènes qui a été un des points de départ de la formation de notre indice ICARE, la proposition d'une nouvelle manière de calculer l'indice, en cumulant les polluants, notamment en cumulant les oxydants, ce qui permet d'avoir une vision un peu plus homogène, cohérente de l'ensemble du cocktail chimique qu'on peut trouver notamment en ville. En conclusion, alors, une conclusion, mais j'aurai quand même un point à rajouter derrière. On a une baisse de la photochimie locale qui se traduit par une baisse des pointes. On a une stabilité des niveaux d'ions de fond, qui est un équilibre entre la baisse de la photochimie locale et sans doute une augmentation des apports transfrontaliers à l'échelle de l'hémisphère. Et on a une légère hausse des niveaux moyens en ville, qui est liée à une stabilité des niveaux diurnes et une augmentation du niveau nocturne, mais qui n'est pas liée à une baisse, à une hausse de la pollution, mais simplement à une forme chimique différente de la pollution nocturne, notamment un peu plus d'ozone, mais au détriment de toutes les autres formes d'oxydants secondaires. Donc l'ozone seul, en ville, ce n'est pas un bon indicateur de cette pollution oxydante. Encore une fois, c'est pour ça qu'on a proposé un autre indicateur que l'ozone qui aujourd'hui donne malheureusement l'indice ATMO 90% du temps. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce que vient de nous présenter Yann, bon, qui est d'une grande densité, hein. Je pense que c'est vrai que le jeudi matin à 9 h, ça réveille. Alors, Daniel Moutet, pardon. Tu décoches ton micro et tu parles. Normalement, ça fonctionne. Voilà, vous m'entendez? Parfaitement.
Voilà. Bonjour à tout le monde. Ma question est assez simple dans l'ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait comparer l'émission d'ozone industrielle avec l'émission d'ozone sur une grande ville? Est-ce que c'est comparable? Est-ce qu'il y en a plus et il y en a moins? Comment on peut voir les choses par rapport à une zone industrialo-portuaire comme Fos? Alors, je rappelle qu'il n'y a pas d'émission directe d'ozone, hein. Il va y avoir de la formation d'ozone à partir des émissions de ces zones-là, mais il n'y a pas d'émission Oui, directe d'ozone. Euh, alors, ce qu'on a pu montrer dans des études passées, c'est que la formation d'ozone à partir d'une grande ville ou d'une zone industrielle était à peu près équivalente, avec sans doute un petit peu plus sur les zones industrielles, mais c'est des études qu'il faudrait refaire aujourd'hui parce que ce sont des chiffres qui datent un petit peu et je vous l'ai montré, hein, les émissions ont quand même largement évolué depuis. Mais globalement, je dirais qu'entre Marseille et les Tenders, il y a pas un vainqueur net en termes de production d'ozone. Oui, mais d'accord. peut-être que si on élargit un peu le sujet, pardon, hein, Yann, je complète. Un des fils conducteurs, c'était aussi de dire qu'il n'y a pas que l'ozone dans la vie, hein, ce que tu as rappelé à plusieurs reprises. Et c'est vrai que si on considère le cocktail photochimique, au fond, tous ces radicaux qui réagissent entre eux, et on vous a donné qu'une petite part finalement de ces réactions, ce que l'on peut dire, c'est que le cocktail dans les zones industrielles sera sans doute assez différent de ce qu'on observe dans les zones urbaines. Je prends un seul exemple. Alors, c'est plutôt une pollution du passé, mais on a beaucoup travaillé sur le dioxyde de soufre dans le passé. OH, qui est quand même le radical qui va être à l'origine de toutes ces réactions, et notamment ce qui va conduire à la formation d'acide nitrique en ville, dans les zones industrielles, lorsqu'il y a du soufre, va fabriquer de l'acide nitrique, sulfurique, pardon. Soufre qui n'est plus émis dans les villes, sauf un peu par les bateaux quand même, si on regarde la singularité de notre territoire. Donc, et quand on considère aussi les composés organiques volatiles, il faut bien voir que dans les chaînes de dégradation des composés organiques volatiles qui vont s'oxyder, en fait, on a beaucoup de composés intermédiaires qui vont être formés. Et de la même façon, évidemment, les COV d'une zone industrielle qui a une base pétrochimique importante, évidemment, ne vont pas conduire aux mêmes composés que dans des zones urbaines qui sont plus classiques avec des évaporations, des combustions de carburant. Donc, de façon nette, ce que dit Yann, c'est que c'est vrai qu'on voit que l'ozone aujourd'hui est assez comparable dans des territoires urbains et industriels, ce qui est un peu nouveau, hein, parce que si on remontait aux années 2000, c'est pas si ancien, on avait des pics de pollution photochimique et de l'ozone en particulier qui étaient beaucoup plus marqués sur les temps de verre. Et d'ailleurs, c'était un marqueur, tu l'as traduit tout à l'heure en disant finalement, à partir des zones émettrices, on va se déplacer finalement des poules de pollution et ça se traduit par les moyennes que tu as montrées sur la carte. Nous, c'est des schémas qu'on a suivis pendant des années. Et c'est vrai que ces éléments-là, aujourd'hui, on a tendance à moins les voir. Donc, il y a eu de gros efforts faits par les industriels, sous la contrainte réglementaire en grande partie, des évolutions de process. Mais c'est vrai qu'on a tendance à homogénéiser, mais on part quand même de situations qui sont assez différentes de mon point de vue. Oui, oui, clairement. Dans les années 2000, au moment des campagnes escomptes, les pics d'ozone les plus gros partaient de l'étang de berre. Bien. Et donc, Ok, Michel a merci. levé la main. Je ne sais pas s'il souhaite intervenir, parce que c'est vrai que ce qu'a présenté hier sur le cumul, je crois que c'est vraiment l'approche que tu prônes également. Si tu veux nous dire quelques mots là-dessus. Qui doit parler? Oui, on Oui. t'entend. Oui, notre étude a montré que la somme de l'ozone et du dioxyde d'azote, qu'on pourrait appeler un potentiel oxydant, est relativement constante. En tous les cas, c'est une variable qui est, comment dire, s'il y a plus ou moins 10% sur les mesures de dioxyde d'azote ou sur les mesures d'ozone, là, on est à plus ou moins 5%. D'autre part, il y a un potentiel oxydant de jour et puis un de nuit. Et nous avons constaté qu'à Toulon, nous avions le potentiel oxydant et l'ozone le plus élevé. Et cela s'explique par le fait que nous avons en hiver des niveaux d'ozone plus élevés qu'ailleurs. Donc ça recoupe ce qui vient d'être dit. Et bon, on ne se l'explique pas, mais nous le constatons, donc on vous le confirme. Oui, Gérard l'éclairera sans doute, mais la part du niveau d'ozone troposphérique est un des éléments fondamentaux aussi dans ces analyses. Et donc, c'est vrai que Alors une des ça, choses qu'on va essayer de pousser dans le futur et ce qu'on a essayé de faire avec ICARE, c'est finalement démêler
et je laisserai Gérard nous en dire quelques mots, ces épisodes de pollution photochimique dans lesquels, vous l'avez compris, il y a toute une soupe de composés qui ne sont pas mesurés, mais dont l'ozone est un bon traceur, de situations d'import en quelque sorte, et qui, au fond, drive une grande partie des trajectoires qu'on a vues là. En tout cas, d'import, on en produit aussi localement, hein, mais en tout cas, de façon plus globale, cette ozone qui se maintient dans la couche troposphère libre, de la troposphère libre, qui lui, finalement, n'est pas forcément associé à tous ces polluants. Et donc, finalement, le seul indicateur ozone ne traduit pas forcément la même chose, mais effectivement, on le voit bien déjà, ne serait-ce qu'en additionnant avec les oxydes d'azote, on commence à avoir quelque chose qui est un peu plus représentatif de la soupe de cette pollution dans les villes en particulier, où on aurait pu dire de façon un peu hâtive, la situation s'améliore. Hein, c'est aussi pour ça qu'on a travaillé sur cette question. Je suis d'accord sur ce que tu viens de dire parce qu'on a comparé, par exemple, les jours où il y a du vent, on n'a pas de baisse la nuit de l'ozone, comme un peu en hiver, et on a alors une moyenne qui est aux alentours facilement de 80. Et 4 jours suivants où il y a les pics remarquables, où on monte à 120, on redescend, la moyenne alors est plutôt de 60. Donc ça veut bien dire qu'il y a un effet de déplacement de l'ozone, de concentration de l'ozone par non-déposition de l'ozone, non-destruction de l'ozone la nuit. Alors, il continue de se détruire, mais en réalité, il est réalimenté par la troposphère libre, Voilà, c'est grâce ça. à l'atmosphère. Et c'est vrai que ces éléments dynamiques sont vraiment importants